Tout de suite, le journal. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dans le cadre de la vulgarisation des résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a rencontré ce vendredi 28 novembre 2025 le responsable religieux pour renforcer la mobilisation en faveur de la reconnaissance des génocides commis en RDC. Encore une fois, merci de nous suivre. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé en Serbie une agression injuste et barbare de la part du Rwanda contre la RDC. Lors de son discours officiel, il a également abordé la sécurité dans l'est du pays, soulignant l'importance de la coopération bilatérale et l'urgence de mettre fin aux violences armées. Suivez. Le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences avec nous. Et puis, à Kinshasa, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a sollicité ce vendredi 28 novembre l'engagement des chefs religieux pour porter plus loin la vulgarisation des résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme, un allié de poids pour donner à la reconnaissance des génocides en RDC une portée nationale. Suivez ce reportage. Suivant sa campagne de vulgarisation de résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples KDHP, ainsi que celle de la société civile africaine, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a reçu ce vendredi 28 novembre 2025 les différentes confessions religieuses afin de les mobiliser dans ces combats initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en présence des deux groupes représentant les confessions religieuses, notamment la plateforme des confessions religieuses dirigée par le révérend Ejibaya Mampia. Le ministre Samuel Mbemba Kabouya a, dans une démarche dictatique, expliqué à ses hôtes les enjeux liés à la reconnaissance des génocides commis contre le peuple congolais,
tout en soulignant que ces crimes ne doivent pas être confondus avec le crime de guerre ou les crimes contre l'humanité. À cet effet, comme il a résumé devant la presse, il a demandé à ses responsables religieux de relayer largement ces messages dans leurs églises. Représentants légaux des confessions religieuses d'avoir accepté que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour que je puisse leur remettre les 2 premières résolutions reconnaissant le génocide commis en République démocratique du Congo. Comme je l'ai fait avec les autres confessions religieuses, ici l'objectif est également de permettre à nos pères spirituels d'aller avec ces documents pour sensibiliser les fidèles qui sont sous leur encadrement. Parce que nous avons vu que les confessions religieuses avaient déjà initié une pétition allant dans le même sens. Je voudrais rappeler que le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide a été conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En réponse, le révérend Ejibaya Mampia a salué cette initiative et a affirmé l'engagement des églises à accompagner cette campagne de sensibilisation. Nous, au nom de la plateforme des confessions religieuses, nous avons reçu ces informations à cœur ouvert, car c'est un équipement que Son Excellence, Monsieur le Ministre des Droits humains, a mis à notre disposition. Ces 2 résolutions vont enrichir notre verbe ou notre allocution pour communiquer à nos paroissiens, à tous les croyants, comme tous le savent, en République démocratique du Congo, près de 80% de la population fréquente les lieux de culte. Cette implication des confessions religieuses marque une nouvelle étape vers une large mobilisation citoyenne pour la reconnaissance des crimes commis contre le peuple congolais. Et puis, dans un autre registre, lors du briefing presse tenu jeudi 27 novembre, le ministre des Mines, Louis Watoum, aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a affirmé la volonté de la RDC à mieux faire, à mieux contrôler et valoriser ses ressources minières. Dans la vision du président Félix Tshisekedi, le gouvernement veut lutter contre la fraude, renforcer la bonne gouvernance et associer davantage les Congolais au capital minier. Suivez. Et dans le cadre justement du plan d'action gouvernemental, il y a des priorités, bien sûr, que je me suis fixées. Et la première des priorités, c'est renforcer la gouvernance, la bonne gouvernance, la traçabilité, mais également lutter contre la fraude minière, encadrer l'artisanat minier comme il se doit, regarder à ce cliché que le secteur minier continue d'afficher depuis près de 100 ans de mining en RDC, où tous les sites miniers sont des îlots de prospérité pour une élite et sont souvent entourés d'un océan de misère. Casser ce cliché-là et diversifier l'écosystème d'activité économique autour de tous ces sites-là pour que réellement les richesses profitent aux Congolais. Et bien sûr, parmi mes priorités, il y a également des réformes qui se veulent courageuses. C'est permettre aux communautés locales et aux Congolais de participer justement au capital de tous ces grands projets miniers. Il est temps que les Congolais deviennent actionnaires dans les mines. Les réformes sont déjà très avancées à l'étude. Nous allons les annoncer très bientôt. Il y a un groupe d'études qui travaille là-dessus pour que nous puissions les finaliser. Et de même, l'exploration géologique. J'ai toujours dit, les mines commencent par l'exploration géologique. Les mines se développent par la géologie et les mines se terminent par la géologie. Il est très important que nous mettions des moyens dans l'exploration géologique, mais cette fois le faire avec des géologues congolais.
Et au ministère délégué en charge des anciens combattants, le ministre Lézère Tamboué Mposhi a inauguré la toute première cantine populaire destinée aux vétérans congolais dans la commune de Kassavubu avec la vente de produits à prix subventionnés et l'annonce d'une prise en charge médicale renforcée, marquant une avancée concrète dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Suivez ce reportage signé Juvenal Lundissa. Le ministre délégué en charge des anciens combattants, Élisère Ntamboué, a reçu ce jeudi 27 novembre l'ambassadeur du Maroc, Rachid Akassim, pour évoquer l'appui technique du Royaume dans la finalisation du projet de loi portant statut des anciens combattants en RDC. Le membre du gouvernement a salué l'expérience marocaine reconnue pour la gestion modernisée des retraités militaires et des vétérans. Il a également exposé les défis des secteurs en RDC, notamment la réinsertion et la prise en charge sociale. En réponse, le diplomate marocain a assuré de la disponibilité des Rabat et a invité le ministre congolais à se rendre prochainement au Maroc pour s'imprégner des avancées réalisées à Rabat dans l'administration des anciens combattants. Une visite présentée comme une étape clé pour enrichir le texte de loi en préparation. Au Maroc, les anciens combattants bénéficient de tous les avantages et privilèges dont bénéficie un militaire actif, c'est-à-dire lui-même et sa famille. C'est-à-dire il bénéficie des avantages sociaux, il a les mêmes droits que les militaires actifs, s'agissant par exemple des soins médicaux, des médicaments, des réductions dans pas mal de domaines comme le transport, les télécommunications, et puis aussi pour sa famille. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est l'ancien combattant qui est délaissé. Il est considéré comme toujours actif. Frère des Congolais, aujourd'hui avec son Excellence le ministre délégué en charge des anciens combattants, nous avons fait un peu le tour des possibilités et des moyens de développer la coopération entre nos deux pays. Et bien sûr, il y a une forte volonté d'aller dans ce sens. Monsieur le ministre a montré sa disponibilité d'effectuer une visite de travail au Maroc pour voir avec son homologue au Maroc et comment développer cette coopération dans ce domaine des anciens combattants. Cette rencontre marque un nouveau pas dans la coopération bilatérale. Le ministre délégué Élisère Ntamboué entend accélérer la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des anciens. Porté par l'élu de Popo-Kabaka, les députés nationaux Jean-Pierre Passisa-Pamba-Bouka, la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour, a été déclaré recevable par la plénière tenue mardi 25 novembre dernier. Le texte est désormais renvoyé à la commission mixte des droits humains et la commission PAJ pour examen. Sandrine Fondi pour le reportage. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ces jours, Jean-Pierre Passisa-Pamba-Bouka a dans sa prise de parole démontré aux élus du peuple comment la corruption s'élève à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement. Bref, un fléau qui gangrène la société congolaise. Ces textes, âgé de 85 ans, ne prenait plus en compte les délits modernes liés au numérique, à la corruption transnationale et aux menaces sécuritaires actuelles. Un besoin d'actualisation qui ouvre désormais un nouveau chapitre législatif. Satisfait de la recevabilité de cette proposition de loi, Jean-Pierre Passisa-Pamba s'est exprimé en ces termes. Le facteur principal de tout ce dont nous souffrons aujourd'hui reste la corruption. Elle a atteint des degrés incommensurables et ce qui a fait que nous puissions, aussitôt que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours en 2019,
et nous avons compris que nous avons trouvé un partenaire. Voilà pourquoi nous nous sommes battus. Peu importe le temps que cela a pris, aujourd'hui nous devons nous sentir heureux. Aujourd'hui nous sommes heureux. Dans le code pénal, on parlait de l'agent public. Mais maintenant nous parlons de l'agent public et toute autre personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on soit agent de l'État ou qu'on soit dans les structures privées, la corruption que vous commettez va vous coller à la peau. Ce que nous appelons le couple pénal. C'est-à-dire là où vous avez le corrupteur et le corrompu, tous les deux subiront la même rigueur de la loi. Deuxième élément d'innovation. Vous savez, dans ces pays, les gens sont habitués à détourner des millions. Et quand ils détournent, ils peuvent se soustraire facilement de la justice. Il disparaît parce qu'il sait que 10 ans après, quand il vient, il y a ce qu'on appelle la prescription. Cela a été évoqué dans le livre premier, je crois, du Code pénal, l'article 24. Mais l'innovation maintenant, c'est que nous disons que quand vous avez détourné, il y a imprescriptibilité des faits, des actes de corruption. Si vous détournez aujourd'hui, vous vous soustrayez de la loi, vous disparaissez. 15 ans après, quand on vous retrouve, vous devez rembourser ce que vous avez détourné. La proposition est à présent renvoyée à la commission mixte de droits humains et à la commission PAJ politique, administrative et juridique. Le décommission dispose de 5 jours pour analyser, amender et approfondir les contenus avant son retour en plénière pour examen. Et puis dans le cadre de la visite prévue du président du conseil d'administration d'Activa RDC dans les agences de Kinshasa, l'accent a été mis sur les stratégies de développement du groupe et sur l'écoute des agents, notamment ceux de l'agence de Huilery qui ont exprimé les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches. Bruno Mbouyi et Eli Mugisho pour le reportage. Dans son exposé des motifs, à Kinshasa, dans le cadre de la tournée annoncée du président du conseil d'administration d'Activa RDC, une délégation conduite par le directeur général adjoint s'est rendue ce jeudi à l'agence de Huilery. Objectif, évaluer de près les fonctionnements de l'agence et recueillir les préoccupations du personnel. Dès les premières heures, les équipes étaient mobilisées pour réserver un accueil à la fois chaleureux et professionnel, dress code impeccable, animation matinale et forte disponibilité. Une manière pour les agents de démontrer leur engagement et leur sens du service. Dans son mot des circonstances, le directeur général adjoint a rappelé les axes stratégiques d'Activa RDC et a insisté sur la nécessité pour les équipes de maintenir rigueur et dynamisme dans l'exécution de leur mission. Les agents de l'agence de Huilery ont également mis à profit cette visite pour présenter les difficultés rencontrées sur le terrain. Des échanges directs et constructifs qui, selon la délégation, serviront de base pour des solutions concrètes visant à renforcer l'efficacité opérationnelle et améliorer les conditions de travail. Cette descente s'inscrit dans la volonté d'Activa RDC de maintenir un dialogue permanent avec son personnel et d'accompagner ses agents dans leurs missions quotidiennes. Sachez qu'à l'Institut Isangui, l'école ne vit plus, elle se noie. Plongée dans les eaux depuis plusieurs semaines, l'établissement est devenu une zone sinistrée où ni le savoir ni l'espoir n'y circulent. Les élèves démunis regardent leur avenir s'effacer dans le silence des autorités. Une triste réalité qui interpelle. Comment parler d'avenir pour la jeunesse si l'école premier pilier est abandonnée? Gaston Mbouyi et Dina Matondo pour le reportage. L'histoire ressemble désormais à un véritable bassin d'abandon. À l'Institut du Sangui, dans la commune de Lingwala, les élèves ne foulent plus le pavé de leurs cours. Ils pataugent, les autorités de l'école, obligées de porter les bottes pour entrer au bureau, inondées, chaussures trempées, parfois même au-dessus des chevilles. Depuis le 4 novembre, une inondation persistante paralyse totalement l'activité scolaire. Plus de cours dans de bonnes conditions,
plus de sécurité au risque de plusieurs maladies. Juste un établissement noyé sous les eaux et en silence inquiétant des autorités du pays. L'école fonctionne difficilement. Nick était un homme de la bonne volonté qui nous a aidé de tracer les allées pour entrer. Donc nous ne pourrions plus avoir des élèves dans cette école. Les rez-de-chaussée, toutes les classes qui existaient, ces classes n'existent plus. Les bancs sont sous les hautes eaux de pluie et ça s'abîme. Nous avons émis notre cri au niveau des autorités municipales. Rien n'a été fait. Nous avons trouvé tous ceux qui sont un peu importants pour pouvoir nous aider à décanter la situation de l'école. Et nous sommes restés donc et laissés pour compte. Jusqu'au moment où je vous parle, vous verrez que ces eaux sont là, ça fait déjà donc une quinzaine de jours. Pendant que les salles de classe sont vides, la détresse grandit chez les élèves, inquiets de voir leur avenir se dissoudre dans ces eaux stagnantes. Beaucoup d'entre eux se demandent encore combien de temps cette situation restera sans réponse. Nous sommes ici dans l'école Isengi de la commune de Lingwala, auquel ça fait déjà à peu près 3 semaines que l'école est remplie, inondée d'eau. Il n'y a même pas moyen de pouvoir étudier tranquillement parce que vu que l'école est devenue comme un bassin à cause du macadam qu'ils sont en train de construire à l'extérieur, ça a bouché les caniveaux. Il n'y a plus moyen que de l'eau puisse sortir de l'école. Et quand il pleut encore, le niveau d'eau monte tellement jusqu'à entrer dans les salles et il n'y a pas moyen d'étudier. Nous sommes forcés de mettre des bancs pour essayer de monter. Toutes les salles qui sont en dessous au rez-de-chaussée, ce n'est plus possible que les élèves puissent étudier là. On est en train de nous synthétiser là-bas en haut pour qu'on puisse se mélanger, se conformer à étudier. Nous demandons de l'aide s'il vous plaît, car notre école ici est en train de mourir. Nous, élèves de l'Institut du Sangui, nous faisons appel au président de la République démocratique du Congo, au ministre de l'Éducation nationale, au gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous viennent en aide car nous pouvons à peine étudier dans des situations pareilles. Très désespéré de la situation de son école, et l'élève plaira. Nous demandons de l'aide aux autorités. L'avenir de la République démocratique du Congo appartient à la jeunesse. Comment y arriver si cette même jeunesse n'est pas encadrée dans de bonnes conditions? Construire cet avenir si l'école, premier pilier de la formation, se trouve littéralement submergée. L'Institut du Sangui coule. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous venez nous joindre en cours, un seul titre a fait la une ce soir dans le cadre de la vulgarisation des résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme. Le ministre Samuel Bemba Kabouya a rencontré ce vendredi 28 novembre 2025 les responsables religieux pour renforcer la mobilisation en faveur de la reconnaissance des génocides commis en RDC. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.